Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce mardi. Allons tout de suite en kiosque avec les journaux parus ce matin. On commence donc par le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une décès de Bernard Djonga, l'hommage des réseaux sociaux. Depuis l'annonce du décès de l'ingénieur agronome dimanche 21 février 2021, les réactions des hommes politiques, écrivains, agriculteurs et syndicalistes agricoles, journalistes pleuvent sur la toile dans l'ensemble. C'est une grande perte pour le Cameroun. Écrit dans La Nouvelle Expression en une du journal Émergence, nécrologie, vie et mort de Bernard Djonga. L'homme, c'est d'ailleurs cette information, ce témoignage, hommage qui est en une de presque tous les journaux. Le quotidien L'Économie parle de Bernard Djonga, vie et œuvre d'un défenseur du monde rural. En petite une du quotidien Le Messager, oraison funèbre, ainsi vécu Bernard Djonga, ingénieur agronome, activiste militant et homme politique qui a rendu l'âme à Paris. Le quotidien Mutation revient aussi sur Bernard Djonga. La voix du paysan s'est éteinte, Bernard Djonga. Cameroun Tribune parle de vie et mort de Bernard Djonga. En tout cas, Bernard Djonga, c'est l'homme qui faisait d'ailleurs l'unanimité sur pratiquement tous les quotidiens parus ce matin. On parlait de lui. On revient sur le quotidien Le Messager qui parle de politique du renouveau, le mémorandum de Campo. Entre misère des populations, enclavement sauvage, la petite localité frontalière de la Guinée équatoriale exige au moins une place au gouvernement, écrit le journal Mutation. RDPC, le congrès des batailles au sujet de la tenue de ce conclave et du renouvellement des organes de base envisagé en mars. Deux camps s'affrontent, écrit le journal. Le président national Paul Biya doit trancher, écrit le journal. Le Cameroun Tribune parle d'Emmanuel Macron qui écrit à Paul Biya. Le message du président de la République français a été transmis hier au président de la République Paul Biya par l'ambassadeur Christophe Guilou au cours d'une audience accordée au palais de l'Unité. Le journal Tribune d'Afrique de Faustin Dikapa d'élection présidentielle 2025, Franck Biya dans la gueule des loups. Ça y est, les mouvements des franquistes font flèche de tout bois pour positionner Franck Biya dans la course à la présidentielle 2025. En tout cas, Faustin Dikapa vous invite à lire son éditorial, de même qu'il parle de la tension, le retour d'Amad qui fait monter la tension à la Confédération africaine de football. En tout cas, vous lirez dans le quotidien, dans le journal Tribune d'Afrique. Pour rester dans la mouvance de l'État, c'est le quotidien, le journal Le Popoli qui parle de la tenance au sommet de l'État et indique que faites entrer le candidat Franck des clans déjà en campagne pour le fils du président. Évidemment, sur cette caricature, Franck qui demande à son père, papa, des amis me proposent un nouveau métier, salaire secret et illimité, vit dans un palais marbré, caisse noire intarissable, protection hyper rapprochée, escorte par motards et chevaux. J'accepte ou je laisse. C'est Franck Biya qui pose la question à son père. En tout cas, allez lire le journal pour comprendre quelle est la réponse de Paul Biya à Franck Biya. Et puis, pour finir cette revue de presse, on revient sur le quotidien La Nouvelle Expression qui parle du complexe d'Olembe, révélation des documents sur la question de l'utilisation des 163 000 du dit complexe sportif se cache un gros scandale, écrit le journal. Pour finir dans cette revue de presse avec évidemment le journal Kalara qui parle de mauvais départ des personnes controversées à la nouvelle commission des droits de l'homme, un repris de justice parmi les membres, des femmes encore marginalisées, certaines corporations ignorées, le refuge des fonctionnaires retraités. Paul Biya appelé à revoir sa copie. C'est d'ailleurs le cri de cœur d'une syndicaliste, d'un ancien membre de cette commission et qui est syndicaliste, qui indique par ailleurs qu'un délégué régional, un ancien délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour représenter les travailleurs. Voilà ce qu'on peut retenir pour la revue de presse de ce matin. Place à présent avec nos invités du mardi sur ce plateau. Camille Nélé, bonjour, bienvenue à la revue des grandes unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Non sans avoir une pensée pieuse pour Bernard Djonga qui a été un activiste, un acteur qui a beaucoup défendu les producteurs. Bonjour Jean-Paul Chounette, bonjour Donald Brice Kamgan, bonjour téléspectateurs de Kinox Télévision. Oui, c'est vrai, l'heure est à la compassion
national, la tristesse avec effectivement la mort de Bernard Dionga, qui était une personnalité très très marquante, paix à l'âme de ce grand homme politique, de cet grand défenseur de l'économie camerounaise. Il luttait d'ailleurs contre les importations massives de riz et de maïs. De l'économie camerounaise, de l'agriculture camerounaise et tout cela. Mais moi, je voudrais aussi avoir une santé pieuse pour un journaliste que vous ne connaissez certainement pas parce qu'il est de 2 générations en dessous de la vôtre, qui s'appelait Samuel Zangdejoie. C'est un journaliste des années 80 qui a travaillé dans le combat de temps. J'ai lu quelques-uns de ses articles. Voilà. Plume très très acerbe, très vive, une plume féroce aussi. Samuel Zangdejoie avait quitté Douala, où il avait travaillé pendant près d'une dizaine d'années pour aller, plus d'une vingtaine d'années pour aller à Yaoundé. Et là-bas, il est frappé par la maladie, il est mort. Paix à l'âme de ce confrère que j'ai beaucoup connu et que seuls des anciens comme les Edouard Kingnet, comme les Jacques Jacobel ont connu. Le fait qui m'a marqué, qui continue de me marquer, qui me rend dubitatif, c'est cette curieuse agitation qu'une certaine presse est en train d'animer autour de Franck Biya. C'est-à-dire qu'il est curieux qu'on nous parle des amis de Franck Biya, qui aurait constitué une sorte de groupe de franquistes, donc qui soutiennent franquistes et qui sont prêts à le soutenir pour 2025 pour être président de la République, pour être candidat à la présidentielle. Non seulement cette affaire me paraît tout simplement curieuse, et je me demande bien si le président Paul Biya peut accepter pareil scénario, mais à mon humble avis, Franck Biya n'est pas sur la ligne des fils à papa qui ont succédé à leur père. On a vu Faure Yadema qui a travaillé aux côtés de son père pendant longtemps, qui a même été ministre, chef d'état-major des armées du Togo avant de devenir ministre de la Défense de son père. On a vu Ali Bongo qui a été ministre conseiller spécial, ministre de la Défense. Franck Biya n'a jamais été nulle part. Il n'a jamais été dans les affaires ni politiques du RDPC, ni même gouvernementales. Il ne s'est même jamais intéressé. Alors, comment donc expliquer cette sorte d'agitation spasmodique, cette sorte de danse du scalp qui est autour de Franck Biya en évoquant les élections de 2025? Est-ce pour tâter le terrain? Est-ce pour énerver les gens? Peut-être lui mettre aussi les idées dans la tête. Bon, alors moi je me pose vraiment de sérieuses questions. Moi je pense que la seule personne qui peut mettre un terme à cela, c'est Franck Biya qui devrait prendre la parole. Il n'a jamais pris la parole nulle part. C'est un monsieur qui a toujours été très loin des spots de l'actualité. Il devrait peut-être prendre la parole pour qu'on le laisse tranquille, pour dire à ces journalistes de laisser son nom tranquille. Mais il faut dire que cette agitation... Les journalistes parfois instrumentalisés, hein, il faut... Bien évidemment. Mais comment un journaliste peut-il avoir le courage d'écrire un truc comme celui-là et de dire que les franquistes sont appelés en réunion à tel endroit, et ils disent bien dans la perspective de l'élection 2025. Moi, ça me surprend tout simplement. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on mette un peu, qu'on donne des éclaircissements là-dessus pour lever toute suspicion. Donald Brice Kamgan, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec l'actualité qui vous a marqué. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour à Camille Nélé, bonjour à nos téléspectateurs. Je salue ce matin fraternellement ceux qui nous suivent à Bangassina, dans la région du centre. Alors l'actualité qui m'a marqué, c'est cette correspondance qui fait le tour de la toile, correspondance signée du secrétaire général de la présidence de la République, adressée au ministre des domaines du cadastre et des affaires foncières ici. En résumé, cette correspondance demande au ministre de mettre fin à la vente des espaces qui appartiennent au domaine, qui relèvent du domaine privé de l'État, sous peine de nullité. Il dit répercuter des instructions données par le chef. C'est un sujet retenu, Brice Donald. C'est un sujet retenu. Donc, comme vous avez mis le pied, comme vous avez mis le pied dans la fourbière, on va donc commencer par vous. Brice Donald Kamgan, quand on observe cette instruction, de coutume, il y a des experts qui indiquent que cette façon de procéder n'est pas très correcte sur la forme. Normalement, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, même si ça avait été même si c'est sur très haute instruction du président de la République, devait saisir le premier ministère qui devait se charger de saisir Yébéa ici. Est-ce que pour vous, il y a un torse sur la forme? Alors, lorsque vous parliez, permettez que je fasse cette parenthèse, vous verrez pourquoi. Lorsque vous parliez de Franck Biya tout à l'heure, et vous indiquez qu'il ne s'est jamais intéressé au pouvoir,
Moi, je suis plutôt... C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais exprimé publiquement ni manifesté. Voilà. Donc peut-être il peut s'intéresser dans son cœur, ça je ne sais pas. Je suis plutôt prudent. Vous savez, dans notre environnement, ce n'est pas forcément ceux qui ont le mandat légal, le dirigeant qui dirige. Nous parlons aujourd'hui du secrétaire général de la présidence de la République, il ne me semble pas qu'il a un mandat légal, mais l'actualité récente... Il est ministre d'État. L'actualité récente, je parle de mandat électif. Mandat électif. L'actualité récente au Cameroun nous permet bien de voir l'influence et la prégnance qu'il a sur la gestion, la marche de la cité. Cette correspondance, justement, s'inscrit dans la suite d'un certain nombre d'instructions qu'il a données, parfois de façon directe, à des membres du gouvernement, à des ministres. Il vous souvient que dans les encablures du 11 février dernier, il a adressé une correspondance comme celle-ci au ministre de l'administration territoriale sur une sortie d'un sous-préfet, celui de Dizangue notamment, sur le 11 février, lui rappelant que ce n'était pas une journée d'exercice des fonctions officielles, en tout cas que c'était une journée fériée. Donc cette correspondance justement sur le plan de la forme, j'y peux vous en parler tout à l'heure, cette correspondance sur le plan de la forme effectivement pose un certain nombre de questionnements. Au Cameroun, le Premier ministre est chef du gouvernement dans les textes officiels, c'est-à-dire que c'est lui qui coiffe l'appareil gouvernemental, c'est lui qui coordonne l'action du gouvernement. Et donc le secrétaire général de la présidence de la République est le bras séculier de la présidence de la République. Logiquement, s'il a une instruction à donner qui émane du chef de l'État, cette instruction devrait en principe, d'après les cycles administratifs, passer par le chef du gouvernement, le Premier ministre dans notre environnement. On voit que les SGPS s'adresse directement à un ministre qui, lui, est sous la responsabilité du chef du gouvernement. Donc, sur le plan de la forme, ça pose quelques soucis et justement nous permet aujourd'hui de voir ces jeux d'intérêt, cette bataille qu'il y a au sein du gouvernement. On a souvent demandé à quoi sert le chef du gouvernement au Cameroun lorsqu'on voit la centralisation avec laquelle la gestion des affaires de la cité se fait. Cette correspondance justement relance le débat. Je pense qu'on reviendra tout à l'heure sur le fond de cette lettre. Camille, sur la forme, est-ce que cette façon de procéder ne démontre pas quelque peu que le Premier ministre Joseph Ndiong-Nguité est ignoré, ou alors parce qu'aussi quelque part il ne prend pas suffisamment d'initiatives pour cadrer les membres du gouvernement? Je ne sais pas si on peut parler de manque de prise d'initiative ou bien de mise à l'écart, mais je suis d'accord avec Donald Prescambrand que effectivement depuis un certain temps beaucoup d'observateurs et beaucoup même de commis de l'État s'émeuvent de cette influence directe du secrétaire général de la présidence de la République qui, à coup d'instructions, hautes instructions données par le chef de l'État, prend des dispositions assez particulières et assez fortes. On se demande si maintenant c'est le chef de l'État lui-même qui va s'occuper directement de toutes ces choses. Et maintenant, notamment, pour parler de cette disposition qui instruit le ministre des Domaines de laisser que tout passe désormais de le dessaisir de toute opération foncière relative justement à la gestion du domaine de l'État. Mais il faut dire que la mesure en elle-même n'est pas mauvaise parce qu'il était un peu temps d'arrêter la saignée, parce que quand on regarde le degré de prédation foncière qu'il y a dans ce pays, vous pouvez imaginer, Jean-Paul Chenial, qu'il y a des personnes dans ce pays qui possèdent des centaines d'hectares, des milliers d'hectares, des milliers d'hectares, c'est-à-dire que plus que leur propre village. Moi, je passais par un département l'autre jour pour aller, j'allais à l'extrême nord et on m'a montré le domaine d'un haut commis de l'État de ce pays. C'est-à-dire que d'ici jusqu'au rond-point jusqu'à la fin du pont de Bonabéry, c'était toujours la même barrière qui continuait. Autant dire que c'était des centaines d'hectares qu'il y avait là-dedans. Alors cette personne-là, a-t-elle acheté ce terrain? A-t-elle acquis ce terrain? Ou alors ce terrain appartenait-il à sa famille? On peut se poser la question. Et il y a même des gens qui se posent la question sur le secrétaire général lui-même. Parce que quand on regarde le domaine qu'il a, du côté d'Aleké, il y a des personnes qui se demandent comment il a pu
s'acheter cette vaste propriété. Est-ce qu'il a acheté ou bien est-ce qu'on la lui a offerte? Donc, moi, je pense qu'il était temps qu'on mette un peu un frein dans cette histoire d'accès à la propriété foncière dans ce pays qui donne la possibilité aux plus riches de s'accaparer des terres. Il y a actuellement, du côté de Ndjen, dans le département du Nkam, l'affaire d'un groupe d'individus qui sont en train d'acquérir 8000 hectares. Alors, ce village, si on achète 8000 hectares de ce village d'Indien, il va rester combien d'hectares? Il y a des personnes comme ça. Quand une personne, ou 2 ou 3 personnes... Peut-être c'est plusieurs villages aussi à acheter là. Mais non, c'est le village d'Indien lui-même. Alors, quand une seule personne peut obtenir autant de terres de façon aussi facile, on se demande bien, il y a lieu de s'inquiéter, de se dire au domaine privé de l'État qui fait que c'est trop facile d'acquérir des terres, c'est trop facile d'acheter, c'est trop facile d'obtenir des... Est-ce que c'est pas tout ça qui montre finalement les défaillances des Yéba ici? Eh bien ici, lui, mais avant que Yéba ici n'arrive, vous savez très bien que la ministre Abessiki avait été qualifiée à un moment donné comme Elle était au cœur de beaucoup d'une mafia foncière qui a permis à beaucoup d'individus, groupes d'individus d'acquérir des terres de manière scandaleuse. Alors si lui et ici qui était considéré comme jusqu'à sa nomination propre et tout ça, et si n'a pas pu faire face à la situation ici, peut-être qu'il a laissé faire, ou si cette même prédation continue, on peut se poser des questions. Mais moi je dis que la décision prise faisant du chef de l'État la personne qui aura un droit de regard sur toutes les opérations foncières au Cameroun, moi je pense que c'est un peu trop pour le président de la République. Trop pour le président de la République qui n'irait pas regarder les terres qu'on est en train de vendre en Dogbélé ou bien qu'on est en train de... Puisque la correspondante du secrétaire général précise bien que quelle que soit la superficie... C'est pour cela que je dis que même au fin fond du dernier village, mais au fin fond de Dogbélé là-bas, au fin fond de Kat, hein, on va dire que non, le chef de l'État, il faut qu'il sache que vous êtes en train de vendre 500 mètres carrés. Moi je pense que c'est surcharger le président de la République. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et moi je pense qu'il faudrait qu'au niveau du Premier ministre et au niveau des services déconcentrés, qu'on voit comment réguler et réglementer justement cet accès au domaine privé de l'État. Mais que maintenant cela relève du président de la République, moi je pense que c'est un peu gros comme charge. Oui. Brice Donald, dans le fond, est-ce que face à ce que Kabine l'a appelé la saignée avec beaucoup de trafic, la prédation sur le foncier, est-ce qu'il n'était pas aussi temps pour le ministre d'État, secrétaire général, le président de la République, de siffler la fin d'une gabegie qui n'avait que trop duré quand même? Même si sur la forme on n'est pas d'accord. Absolument. Sur le fond, effectivement, c'est une instruction qui vaut son pesant d'or. Le quartier Bonanjo, par exemple, ici, c'est un domaine privé de l'État, mais vous voyez des gens qui ont acheté des espaces, qui ont construit des immeubles incroyables, sur des superficies parfois incroyables. Dans toutes les grandes villes du Cameroun, il y a des domaines privés de l'État qui sont achetés, qui ont été vendus avec des titres fonciers. Un faux incroyable. Nous sommes dans la société de... Au point où l'État lui-même n'a plus de terre. Est quasiment dépassé. Mais cette instruction, elle est curieuse parce que la procédure est connue pour obtenir une parcelle sur un domaine privé de l'État, pour obtenir un titre foncier, pour obtenir une immatriculation. Il y a des lois au Cameroun sur la question. Même si on demande une réforme une réforme foncière depuis de nombreuses années, puisque le cadre actuel me semble très obsolète, mais il y a une procédure qui existe, et cette procédure-là, justement, qui est ignorée au quotidien, par qui? Par les tenants du pouvoir, par l'administration, par les autorités officielles qui sont justement au cœur de ces batailles. Vous savez que celui qui a la terre, celui qui a la richesse, la terre, ce sont les capacités d'investissement en termes immobiliers, mais aussi en termes d'exploitation agricole, ainsi de suite. Donc, vous voyez quelqu'un qui a été fonctionnaire pendant quelques années, et lorsqu'il part en retraite, il reste toujours dans sa maison de fonction, comme s'il était toujours en fonction, et puis après, il l'obtient par quelques alchimies, par une alchimie incroyable d'autres parcelles, alors sous la barbe, au vu sur tout le monde, et un jour on se réveille, on fait comme si on y aurait cela. Donc il faut qu'il y ait un minimum de transparence dans tout cela. Ça demande la volonté politique, évidemment, que si on mène sérieusement cette bataille-là,
il faudra mettre en difficulté un certain nombre de hauts cadres de l'État. Je ne suis pas sûr que pour l'instant on soit prêt à mener ce combat. Non, mais vous le dites si bien, mais moi je dis que vous avez pris l'exemple de Bonandio. Vous savez, l'exemple de Bonandio est un exemple curieux. Les misères de Bonandio ont commencé par l'expropriation des Allemands qui ont exproprié le canton Bel pour le renvoyer du côté de Koumassi et pour occuper cet espace-là. Plus tard, l'administration française est arrivée. En réalité, ce terrain appartenait toujours au Bonandio. Et ce qui fait qu'il y a eu de Prince René Douala Mangabel, paix à son nom, a intenté plusieurs procédures pour la rétrocession d'un certain nombre de sites justement de ce plateau Josse. Mais vous n'ignorez pas le nombre de préfets, de sous-préfets ou de gouverneurs qui sont passés par là, ou bien même de responsables de cadastre qui sont passés, qui ont été en service à Douala, qui au moment de partir s'étaient retrouvés avec des hectares ou même des milliers de mètres carrés du côté de Bonandio, qui revendent par la suite à prix d'or. Ne comptons pas, n'oublions pas non plus ces préfets, sous-préfets qui quittent, qui officient dans un département ou dans un arrondissement, mais qui repartent en ayant une bonne réserve foncière. Si on va regarder du côté de Mungo, ils sont 2 ou 3 des préfets qui sont partis de la propriété de 400-500 hectares. Véritable délit initié. Donc moi je pense que cette affaire-là, il faudrait vraiment... Donald Briscam a dit que si on va jusqu'au bout de cette réforme-là, on va mettre à mal un certain nombre de hauts commis de l'État, mais de responsables et tout, et bien évidemment d'hommes d'affairistes qui savent très bien que ce domaine-là, c'est le domaine privé de l'État, on peut se l'offrir à peu de frais. Camille, au-delà du domaine privé de l'État, quand on prend une ville comme Douala, on sait quand même que la population qu'on a aujourd'hui à Douala n'était pas la même dans les années 60 ou les années 70. Il y a des gens qui s'étaient installés, parfois avec l'hospitalité, on vous donnait une parcelle de terre. Et puis un des 4 matins, comme ce qu'on vient à Bonadibon, on vous déguerpit totalement. Est-ce que cette façon de faire, à la lieu où le Cameroun va, est-ce que c'est pas une sorte de bombe sociale aussi qui peut faire imploser les choses? Mais c'est une bombe sociale, c'est pas seulement Douala, c'est un peu partout où les gens vivent depuis un certain temps, où des gens des conditions qui ne sont pas très très claires, ou alors d'autres personnes se disant que cet endroit n'appartient à personne, je peux l'avoir, prennent toutes sortes de raccourcis pour obtenir des titres fonciers et un jour venir dégager d'autres personnes, comme effectivement ce qui se passe à Bonadibon aujourd'hui, qui a laissé toute la ville de Douala complètement pantoise. Mais il faudrait qu'on aille jusqu'au bout de cette histoire pour comprendre comment une seule personne a pu acquérir une telle superficie en plein centre-ville, en combien et avec quels moyens et à travers quel procédé. Moi je pense que cette mesure, nous sommes d'accord dans le fond, elle est absolument nécessaire pour sécuriser les terres et empêcher, mettre un frein à cette hyperprédation des terres. Mais maintenant, dans la forme, on ne va pas dire que Paul Biya, en plus de toutes les autres choses, va aussi commencer à s'occuper de vendre 200 mètres carrés de terrain à Ndobele ou à Ndokama. Brice Donald Kambrang, il y a aussi cette une du journal Kalara qui parle de mauvais départ. On sait quand même que la Commission nationale des droits et des libertés, des droits de l'homme et des libertés, c'est quand même un instrument qu'on pourrait même dire une sorte de contre-pouvoir, ne serait-ce que pour dénoncer un certain nombre de violations. Quand vous regardez le titre de Kalara qui parle de mauvais départ, pour le journal, un président qui est un défenseur zélé du régime, ne peut pas faire l'affaire à la tête d'une commission nationale de défense des droits de l'homme. Comment vous appréciez cette actualité du journal Kalara? Alors, j'ai lu effectivement les 2 pages que Kalara consacrait à ce sujet, au renouvellement de la Commission nationale des droits de l'homme du Cameroun. Il n'y a plus de liberté, c'était depuis 2019, une réforme passée par l'Assemblée nationale consacre la commission. C'est un jeu de mots. Non, c'est pas un jeu de mots, Jean-Pierre. On peut parler de droits de l'homme sans les libertés? Bon, justement, il y a un débat dessus. C'est une réforme, a expliqué au gouvernement, pour se conformer aux exigences de l'Union africaine, qui introduit la notion de la prévention de la torture dans les nouvelles missions de cette commission. Alors, Kalara s'est intéressé au profil des membres et à la composition de cette commission. Vous parliez du président tout à l'heure, James Monge Kobila, qui est un ancien journaliste, un agrégé de droit, vice-recteur actuellement de l'université de Douala. Kalara
brosse un peu son parcours et ses prises de position. On l'a suivi pendant qu'elle assurait l'intérim depuis le décès en 2020 d'Ivan Chimouta Banda. On voit très bien que son positionnement est plutôt très proche de celui du pouvoir. Il a des opinions souvent très discutables sur la marche, sur les questions de liberté, de manifestation, d'association, ainsi de suite. Alors, on a été plutôt un peu curieux de voir qu'il a été porté comme président de la Commission nationale des droits de l'homme en fin de semaine dernière par le chef de l'État. Disons que sur le principe, on peut avoir quelques inquiétudes, mais disons que le maçon sera jugé au pied du mur. Peut-être porté à la tête peut changer radicalement. Oh, je sais pas, mais toujours est-il que c'est quelqu'un qui, au plan de la formation, est parmi les têtes bien faites en matière de droit au Cameroun, et donc on attend beaucoup de lui. Un président d'une commission nationale des droits de l'homme, c'est un conciliateur et c'est surtout aussi un critique. Comme le faisait d'ailleurs chez Banda Divan. Absolument, absolument. Il doit être détaché de l'ordre en place. Et pour l'instant, James Mongé Kobila, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne semble pas être dans cette lignée. En tout cas, on l'attend. Vous n'avez pas l'impression? On l'attend à l'œuvre. Camille Nélé, est-ce que quand on regarde par exemple le parcours des membres qui ont été nommés, le profil que dresse Kalara, beaucoup sont des anciens fonctionnaires, parmi lesquels même un ancien délégué régional du travail et la sécurité sociale qui va défendre la cause des syndicalistes. Est-ce que au-delà de tout, cet acte du chef de l'État, cette nomination du chef de l'État ne pose pas quand même un problème, parce qu'il y a une syndicaliste qui est ancien membre de cette commission, qui indique par exemple que les femmes ont été lésées. Le quota de 30% comme le prévoit, des femmes, comme le prévoit la loi, n'a pas été respecté, et que tous les corps de métier ne sont pas représentés, évoquant le cas des syndicats dont c'est finalement un ancien délégué régional qui présente. La première chose qui saute aux yeux, c'est que cet article a été écrit dans le journal d'un ex-membre de cette commission, qui lui a été là pendant longtemps, et qui n'a jamais critiqué la qualité des membres de l'équipe qui était là. Et le deuxième constat, c'est que cette dame, qui elle aussi est si riche sur la qualité ou sur le profil des autres, elle-même est une ancienne membre. Alors on peut se demander si ce n'est pas de la frustration qui les pousse à avoir une attitude aussi raide. Mais au-delà de la frustration. Au-delà de la frustration, parce que bon, on se dit que bon. S'il y a frustration. Oh, mais attendez, ils ne sont plus là. Maintenant, si en n'étant plus là, ils se mettent à donner des notes, à noter ce qui vient d'être lu. Moi, je pense que c'est un sujet d'actualité, comme c'est un sujet d'actualité, mais c'est leur droit. Mais seulement, je dis que c'est pas seulement suspect. Moi, je continue. Avant que Kabila continue, placer deux mots. Moi, je ne viens pas avec des préjugés. Christophe Obiokono, effectivement, est en rupture de banc, c'est connu, avec James Mongé Kobila sur la gestion de la commission. James Mongé Kobila lui-même était en rupture de banc avec le président décédé aujourd'hui, Chimouta Banda, sur la marche de la commission. Mais je n'analyse pas avec ces éléments-là. J'ai lu les articles. Est-ce que les éléments qui sont présentés dans les articles sont les éléments de fait? Pour l'instant, c'est oui. Moi, des éléments de fait quand vous présentez comme élément de fait le fait que James Mongé Kobila, c'est quelqu'un dont les prises de position sont en phase avec le gouvernement. Moi, je pense que vous ne pouvez pas demander forcément à un président d'une commission nationale des droits de l'homme d'être quelqu'un qui est qui a une position radicale contre le gouvernement. C'est ce que vous avez laissé. Je n'ai pas dit. En tout cas, être défenseur du gouvernement ne veut pas dire qu'on ne peut pas défendre aussi les droits de l'homme. C'est cette façon assez acrobatique. On peut découvrir notre James Mongé Kobila. Je vais me repréciser. Pas que découvrir notre les gens qui connaissent James Mongé Kobila savent que James Mongé Kobila, c'est un homme au caractère trempé, qui dit ce qu'il pense, vous comprenez, et qui agit dans le sens de l'intelligence. Vous comprenez? Aujourd'hui, le fait de l'avoir confirmé à ce poste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, maintenant, on veut voir le maçon au pied du mur. Donald Bruce, comme on a dit tout à l'heure, que James Mongé Kobila et son prédécesseur n'étaient pas très en phase au niveau d'un certain nombre de choses. C'est certainement humain. Mais aujourd'hui, voilà une commission qu'on vient de naître, il ne faut pas commencer à compter le nombre de femmes qu'on n'a pas mises là-dedans, ou le nombre d'hommes qu'il fallait enlever ou qu'il fallait mettre. Moi, je pense que aller commencer à humer les personnes qui viennent d'être nommées, c'est un peu plus que comme procès d'intention. Et
la commission vient d'être nommée. Moi, je pense qu'on laisse le temps à la commission. On laisse le temps à la commission de travailler et de l'avoir opéré. Et non commencer à jeter la suspicion sur des personnes qui viennent d'être nommées et qui peut-être sont animées de bonnes intentions. Ce n'est pas parce qu'on est un fonctionnaire retraité qu'on est incapable de pouvoir apprécier et gérer, donner son appréciation. Conseil général du Cameroun à Paris. Ou faire des enquêtes sur des problèmes des droits de l'homme au Cameroun de façon tranquille, de façon objective. En tout cas, c'était des inquiétudes. On entend donc juger le maçon au pied du mur. C'est ça, non, Camille? Ces inquiétudes ressemblent beaucoup plus à des suspicions. À des suspicions. Je n'ai pas une idée toute faite sur ce qui va se passer. Mais nous pouvons apprécier pour l'instant qu'à partir, on va dire quoi, des acquis, de ce qui est connu. Des faits des uns et des autres. Voilà, des antécédents. Voilà. Pour l'instant, nous constatons que la Corporation des travailleurs n'a pas été consultée et que leur représentant, c'est un ancien délégué régional du travail à la sécurité sociale qui est originaire de la région de l'Est. Ce n'est que cela que nous pouvons constater. Nous pouvons constater également que sur 15 membres qui ont été nommés, 3 femmes seulement y sortent, en violation de la loi qui précise que 30% des membres de la commission doivent être des femmes. Des femmes. Ce sont des constats que chacun peut faire. Et parmi eux, le journal dit ce matin qu'il a repris de justice, ainsi de suite. Ce sont des éléments de fait que nous relevons. Maintenant, les supputations et autres. Bon, attendons, la commission a 5 ans pour travailler. On aura le temps de faire le bilan à la fin. Parlons à présent pour sortir cet hommage à Bernard Ndjonga, Camille Nélé. Il a fait pratiquement l'unanimité. On n'en a qu'à voir la une des différents journaux avec mutation, la mort d'un juste. Le quotidien Le Jour. La mort d'un juste. Cameroun Tribune a aussi évoqué. Bref, toute la scène publique camerounaise est unanime sur cet homme. Bernard Ndjonga, qu'est-ce qu'on peut retenir? Non, au milieu de cette émotion collective, c'est le titre de mutation que j'ai retenu, la mort d'un juste. Et effectivement, Ndjonga, pendant... Le jour. Oui, le jour. La mort d'un juste. Je l'ai beaucoup aimé. Et en réalité, ce titre traduit exactement ce qu'il était. Quelqu'un qui se battait pour la justice, pour la vérité, pour les dénonciations sur les détournements, et qui n'a pas eu froid aux yeux, de dénoncer par exemple le problème des poulets congelés, le problème des détournements des tracteurs. Je dis que c'est quelqu'un qui était vraiment en première ligne du combat pour les intérêts du Cameroun, pour le Made in Cameroun, pour l'agriculture. Non, c'était un grand monsieur et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui réfléchissent ou peuvent agir de la même manière. Brice Donald Kamga. Alors, on retient de Bernard Ndjonga que c'était un patriote, tout simplement. C'était un patriote. Je voudrais rappeler quelques-uns de ses faits d'armes. Vous savez qu'en 2006, il a obtenu, grâce à un plaidoyer impeccable et solide, la suspension de l'importation des découpes de poulets qu'on appelle les poulets congelés. C'est quelque chose à saluer. Vous savez qu'en 2019, il a découvert, et la toile et la presse en a largement fait écho, que 160 000 tonnes de riz paddy étaient stockées dans les magasins de la Semerie à Yagua, dans le département du Mayo-Danaï, dans la région de l'extrême nord, alors qu'au même moment, le Cameroun importait 803 000 tonnes. Pour environ 332 milliards de francs CFA cette année, en 2019. Son combat était noble. Son combat était noble simplement. Depuis 1988, il était à la tête du journal La Voix du Paysan, qui, comme son nom l'indique, était un défenseur ardent des droits des agriculteurs. Et il indiquait qu'en 4 ans, il est possible que Cameroun devienne un pays émergent à partir de son agriculture, en boostant la production agricole et en accompagnant les agriculteurs. Ce n'est pas sorcier. Qui peut continuer son combat? On verra bien. On verra bien. Conclut donc Camille Nélé. Mesdames, Messieurs, le gendarme de l'antenne est déjà là, Monsieur Carlos Minoué. C'était tout pour cette édition de la revue des grandes unes de ce mardi. Rendez-vous demain pour une autre édition. Restez scotchés sur les programmes d'Equinox Télévision avec 10-12 édits qui démarrent dans quelques instants.